y a des routes, des coupures par l'urbanisation qui font que la mangrove respire mal, peut mal vivre. Traditionnellement, la mangrove, c'est un espace qui pue, c'est un espace qui ne vaut rien. Et donc, il y a des particuliers ou des sociétés qui vont combler la mangrove en se disant, ça y est, une mangrove comblée de tuf, ça a de la valeur. Quand vous remplissez une mangrove, ce n'est plus une mangrove. Toutes les fonctions de filtration d'eau, de protection vis-à-vis d'événements naturels tels que les cyclones, les tsunamis, toutes ces fonctions-là ont disparu. Peu explorée, objet de mépris, objet de dégoût, la mangrove a fait les frais de sa mauvaise réputation. Grignotée en quelques décennies par l'urbanisation, elle garde pourtant ses secrets, tapis sous ses branches, qui semblent n'avoir ni début ni fin. Et si dans l'histoire on ne connaît pas exactement son commencement, aujourd'hui on craint de voir venir sa fin. Sur la planète, près de 50% des mangroves ont disparu. À la fois le lieu et le lien entre la terre et la mer, la mangrove est l'un des plus riches écosystèmes du monde. Un écosystème, c'est une association d'organismes vivants qui regroupe des végétaux, qui regroupe des animaux et qui vivent dans un même lieu, en fait, en interaction avec eux-mêmes et en interaction avec leur milieu. Ils vivent dans des conditions particulières, avec des paramètres particuliers qui leur permettent de vivre, de se développer et d'arriver à un état d'équilibre, en fait. Et chaque écosystème de la planète va bien, entre guillemets, s'il est en équilibre. Un équilibre qui, pour chaque écosystème, dépend d'abord du climat. Ainsi, de par le monde, on retrouve la mangrove entre les deux tropiques, dans cette zone où les eaux sont suffisamment chaudes pour permettre son développement. Si ces palétuviers arborent ici encore leurs racines majestueuses, c'est au prix d'une résistance difficile depuis quelques millions d'années. En 2011, la baie des Flamands est entrée dans le club très fermé des plus belles baies du monde, au titre de ses paysages et de sa biodiversité. Sur les bords de cette baie, on trouve donc Fort-de-France, la capitale de la Martinique, donc on voit tout derrière. Et ensuite, cette baie, elle abrite la plus grande mangrove de la Martinique, qui s'étend sur 1100 hectares, en fait, qui est une grande mangrove d'un seul tenant, qui est la mangrove de Génipa. Si cet écosystème a pu s'installer dans la baie de Fort-de-France, c'est qu'en plus d'un climat favorable, d'autres conditions propres à la mangrove sont ici réunies. Il y a une combinaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire qu'on est en fond de baie avec des eaux calmes et en même temps, on a beaucoup d'apports de rivières. Donc toutes ces rivières amènent de l'eau douce parce que les mangroves se développent dans des zones d'eau saumâtre, c'est-à-dire un mélange d'eau douce et d'eau salée. En plus de la salinité, les conditions dites édaphiques, c'est-à-dire celles qui ont trait aux caractéristiques du sol, sont capitales pour la mangrove. Un sol meuble et vaseux constitué des sédiments transportés par les rivières vers la mer. Les racines des palétuviers, plantées dans ce substrat instable, leur permettent de s'y ancrer et de résister au mouvement des marées. Ainsi, les fonds de baies ou l'embouchure des rivières constituent le cadre idéal à leur implantation. Un préalable fondamental que l'on retrouve également dans le lagon du Grand Cul-de-Sac marin. Ce qui le caractérise, c'est surtout la barrière de corail qui est une des plus longues des Antilles françaises, qui fait 29 km de long, qui fait une barrière entre la pleine mer et le fond du lagon. Et ça offre des conditions qui sont relativement stables en termes d'agitation de l'eau, qui favorisent la présence du palétuvier et de la mangrove. Par palétuvier, on entend l'ensemble des arbres qui constituent la mangrove. Parmi eux, plusieurs espèces, dont le palétuvier rouge, blanc, gris ou noir. On retrouve le noir, appelé aussi Avicennia, dans les zones les plus en arrière, côté terre, où la salinité est très élevée. Il est reconnaissable par ses pneumatophores, des excroissances de racines qui, comme des petits tubas, lui permettent de mieux respirer. Le rhizophora, ou palétuvier rouge, est caractérisé par ses grandes racines en échasse et se développe plutôt en front de mer, là où le sel est moins concentré. Alors là, nous sommes dans la mangrove de Génipa, au niveau du canal Cocotte, et on est typiquement dans un faciès uniquement à rhizophora. Et là, on a un bel exemple de forêt à rhizophora en bonne santé, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de régénération dans cet écosystème. Les régénérations, ce sont donc les petites plantes qu'on voit de rhizophora qui poussent dessous les plantes mères. Mélanie Hertemann, spécialiste de la mangrove, a étudié cet écosystème dans différentes régions du monde. Depuis 3 ans, elle participe à plusieurs études menées sur la mangrove en Martinique par Impact Mer, cabinet d'expertise en environnement qui travaille aussi avec les institutions publiques.
Donc là, ce que je voudrais faire, c'est faire une mesure de salinité dans cette mangrove de façon à surveiller et d'avoir un suivi. Donc ce que je veux faire, c'est faire une mesure de salinité du sédiment. Ici, grâce au réfractomètre, les résultats peuvent être analysés directement in situ. D'autres paramètres physico-chimiques, comme les mesures de chlorophylle, d'azote ou de phosphore, nécessitent des analyses en laboratoire. Mais les tests de salinité réalisés ici restent une des mesures essentielles pour l'étude et le suivi de la mangrove. Et donc ici, on a une salinité de 17. Comparé à la salinité moyenne de l'eau de mer, qui s'élève à 35 pour 1000, ces prélèvements renseignent en partie sur le bon état écologique de la forêt. Alors il y a des zones ici, des zones naturelles comme ici, où la tendance est stable. La salinité est toujours la même. Disons qu'elle est la même. Elle varie de façon naturelle en fonction des saisons. Elle a tendance à augmenter en saison sèche, à diminuer en saison des pluies, par exemple, de façon naturelle. Par contre, il y a des zones qui vont être impactées soit avec des phénomènes naturels, soit avec des phénomènes anthropiques, où là, on va observer des modifications des différents paramètres. Des modifications discrètes, parfois sournoises, mais bien présentes, sauf dans les zones où l'homme a su se retirer. Sur la commune de Port-Louis, en arrière de la plage, un site qui fut autrefois menacé par un projet de raffinerie de pétrole, puis sauvé du désastre. À la fin des années 80, la mobilisation de la municipalité, des habitants et des associations, ainsi que l'acquisition d'une partie de ces terres par le Conservatoire du littoral, a permis de pérenniser une nature en bonne santé dans cette zone. On se trouve dans les marais de Port-Louis, qui sont une zone protégée en fait. Donc on se situe encore dans le grand cul-de-sac marin, et c'est une zone en fait qui est reconnue au titre de la Convention Ramsar, et qui donc est une zone humide d'importance internationale, notamment en termes d'avifaune. Une étape sur la grande traversée de certains oiseaux migrateurs, l'habitat de nombreuses espèces dans l'air et sur terre. Et en dessous, à l'ombre des grandes racines de Rhizophora, les poissons juvéniles qui attendent au calme de devenir assez grands pour rejoindre le large. Un refuge pour les uns, une barrière pour les autres. Véritable protection naturelle contre les houles cycloniques, les mangroves protègent l'homme de la mer et la mer de la terre. De la même manière qu'elles ralentissent les vagues, en fait, elles ralentissent le flux des eaux de ruissellement qui arrivent en fait de la terre vers la mer. Et lorsque cette eau en fait ralentit, perd de la vitesse, les sédiments qui sont en suspension en fait se déposent. Donc elle constitue son substrat sur lequel on est. Et par la même occasion, en fait, elle rend service aux écosystèmes qui sont en aval, donc dans le lagon, notamment les herbiers et les récifs coralliens qui ont besoin d'une eau limpide en fait pour se développer. Un rôle de filtre face aux pollutions terrestres qui menacent l'ensemble des écosystèmes marins. Et si la mangrove a cette capacité à en absorber une partie, elle peut aujourd'hui pointer du doigt son principal prédateur, l'urbanisation. Fort-de-France, le Lamentin, Pointe-à-Pitre, Jarry. En Guadeloupe comme en Martinique, les zones les plus urbanisées ont été bâties sur des territoires qui furent vierges autrefois, qui furent d'immenses zones de mangroves et de forêts humides. Il y a une quarantaine d'années, la zone de Jarry était une zone quasiment entièrement naturelle, de mangroves et de forêts marécageuses, avec ça et là quelques îles qui émergeaient. Sur les 800 hectares de mangroves et de forêts humides à l'origine dans la zone de Jarry, on en compte 200 aujourd'hui. C'est près de 3/4 de ces écosystèmes qui ont disparu en moins de 50 ans. C'était une époque dans les 70 où nous, l'humanité, pensait que les ressources naturelles étaient inépuisables. Le foncier était inépuisable. Il n'y avait pas de limite au foncier. Et la prise de conscience a été beaucoup plus tardive. Il faut vous dire qu'il n'y a pas bien longtemps, c'était le lieu des décharges. Partout où vous passiez, c'était dans les mangroves qu'on mettait les décharges. Et c'était une zone de nuisance d'une manière générale. Depuis plus de 30 ans, la Sopamar œuvre en faveur de l'environnement. Une association qui s'est battue en Martinique pour faire naître la prise de conscience tardive de la valeur de cet écosystème. Naturellement, le mal est fait. Et à l'époque où ça a été fait, vous savez, c'était encore pire du point de vue de la connaissance de la valeur de la mangrove. Donc par conséquent, nous ne pouvons pas en tenir rigueur de ceux qui l'ont fait. Mais maintenant que la connaissance est là et que l'on sait la valeur de la mangrove, nous sommes vraiment scandalisés de voir que l'on continue et cette manière de faire qui rogne progressivement la mangrove.
Référence ici à ce centre commercial qui connut de vives oppositions. L'annulation par la Sopamar du premier permis de construire et quelques péripéties judiciaires n'ont pas suffi à empêcher le supermarché d'ouvrir ses portes en 2007. Un mal de plus pour la mangrove de Génipa, une défaite pour les défenseurs de l'environnement. Dans ces zones qui ont été progressivement grignotées, des bouts de mangrove, secrets, subsistent aux côtés des routes et des zones industrielles. Et au-delà des petits pneumatophores qui continuent de respirer, la forêt montre un autre visage à qui veut bien le voir. C'est vrai qu'on illustre souvent la mangrove avec cet aspect joli des racines au bord de l'eau. Mais la mangrove, c'est aussi ça, c'est la partie la plus terrestre qui se trouve en amont, directement à l'arrivée en fait, du bassin versant. Et c'est souvent en fait, cette zone de mangrove qui est la plus impactée parce que c'est la partie qu'on va défricher pour pouvoir installer des magasins ou pour pouvoir installer des routes, etc. Des pressions urbaines, mais aussi naturelles. Ici, la mangrove se souvient du cyclone Dean de 2007. Les arbres qui sont tombés à terre, combinés avec les effets de l'urbanisation, ont creusé une clairière où l'eau douce stagne au lieu de ruisseler vers la mer. On a fait des remblais, on a construit des routes. Et les routes créent des digues, en fait, et elles modifient donc l'écoulement, tout simplement parce que quand on fait une route qui fait un pont comme ça entre une zone de mangrove, finalement, au milieu d'une mangrove ou d'une arrière-mangrove, on coupe la circulation de l'eau, tout bêtement. Et tout ça participe au fait que l'eau douce va stagner dans ces zones d'arrière-mangrove. Une conséquence de l'imperméabilisation des sols par les divers remblais et constructions en amont qui perturbent le réseau hydrographique naturel. Un milieu d'eau douce peu propice au développement des palétuviers et qui cède ici progressivement la place à une forêt de type terrestre qui grandit ici et qui remplacera peut-être un jour la mangrove originelle. Vu que les conditions générales, édaphiques, salinité, physico-chimiques, vu que toutes ces conditions se sont modifiées, alors comment va évoluer ce système maintenant ? Finalement, pour le savoir, il faut suivre. Il faut suivre parce que finalement, on ne le sait pas, même si on a envie de donner des éléments déjà de réponse. Quand on regarde ici, on se dit par exemple que à peu près, on a l'impression que les palétuviers avicéniens ne vont pas revenir. On a l'impression que ça va se transformer en une zone humide d'eau douce, avec ce que ça comporte comme cortège floristique d'eau douce. Côté terre, par l'urbanisation, la modification des sols, de la salinité. Côté mer, à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, à cheval entre deux mondes, celui de la mangrove se rétrécit. Toutes les années, on observe une espèce de grignotage des zones naturelles. S'il n'y a plus de zones naturelles ou si elles s'estompent au fil du temps, ça sera évidemment une immense perte. Si les mangroves disparaissent, ce rôle d'interception des sédiments ne sera plus là. Ce sera aussi l'augmentation de la pollution, étant donné que ces écosystèmes ne seront plus là pour absorber une partie des polluants qui arrivent de la Terre, et une perte évidente de biodiversité. En créole, on dit c'est pas même jour où manger terre ou va venir enfler. Ce qui veut dire que ce n'est pas lorsque on a commis les exactions qu'on a tout de suite les impacts. La mangrove, c'est l'affaire de tous, bien sûr des citoyens, mais également des pouvoirs publics. Et en fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement nous, mais nous allons avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et moi, sincèrement, je souhaiterais que mon petit-fils ou mes arrière-petits-fils ne disent pas « Pépé, tu as fait des bêtises ».